Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur les classiques français. Donc voilà, j'ai fait une sélection de 6 classiques que j'avais chez moi et que j'ai particulièrement adoré. Et puis voilà, je voulais un peu vous les présenter et puis ça nous permettra aussi d'échanger sur vous, ce que vous en avez pensé ou de vous faire découvrir des classiques. Alors, je vais commencer par L'écume des jours de Boris Vian, aux éditions Le Livre de Poche. Donc, j'ai pas vu le film qui vient de sortir dernièrement. J'ai lu le livre il y a déjà quelques temps. Et donc, c'est une histoire d'amour entre. Enfin, il y a plusieurs personnages, mais l'histoire principale, c'est une histoire d'amour entre Colin et Chloé. Et donc, on a le début de leur relation, etc. Et Chloé va tomber malade puisqu'elle a un nénuphar dans la poitrine. Alors la particularité de ce texte, c'est que à première vue, ça peut paraître une histoire normale. On a le meilleur ami qui est fan de Jean Solpartre, on a voilà, un peu tous les personnages normaux. Sauf que, distillé au fur et à mesure de ma lecture, en fait, je me suis dit, il y a des choses bizarres qui se passent. Ils font des cocktails en jouant du piano. Euh, Quand ils se marient, il y a des peintureurs qui viennent peindre l'église. Après, ils remettent la peinture dans les pots. Il y a une cravate qui mord. Enfin, la vitre qui se brise quand la nana tousse et après qui se refait toute seule. Voilà, c'est distillé de petites choses bizarres. Et ça m'a vraiment plu parce que du coup, il faut vraiment lire ce livre à tête reposée et vraiment y aller lentement pour voir toutes les subtilités, toutes les choses étranges qu'il puisse y avoir dans ce livre. Il y a des idées, mais qui sont. Je vous dis, la peinture qu'on remet dans les pots, j'ai trouvé ça vraiment super drôle. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce livre. En plus, c'est blindé de références sur le jazz que moi je ne connaissais pas spécialement avant. Et en fait, j'ai lu ce livre en écoutant du Duke Ellington, donc qui est justement le jazzman qui est beaucoup cité dans ce livre puisqu'il a fait une musique qui s'appelle Chloé et que Chloé est le nom justement du personnage principal. Et donc j'ai trouvé, enfin ça m'avait vraiment mis dans l'ambiance et j'avais vraiment adoré ce livre que j'ai trouvé barge. Bah, de toute façon c'est du Boris Vian donc c'est toujours barge. Mais voilà, il y avait un semblant de logique. J'ai lu du Boris Vian après. Celui-là c'était mon deuxième après J'irai cracher sur vos tombes. C'est dans un, c'est un, c'est complètement différent de J'irai cracher sur vos tombes et ça reste mon préféré en fait de Boris Vian jusque-là. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter dans la catégorie des grands classiques français que tout le monde connaît, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Voilà, aux éditions Le Livre de Poche. Donc ils ont une édition spéciale pour les Jules Verne, toutes rouges comme ça, on les voit de loin. Donc dans les Jules Verne, pour ceux qui n'en ont jamais lu, il y a toujours des images. Voilà, il y a toujours quelques images par-ci par-là. Et donc en Jules Verne, alors j'avais lu 20 milieux sous les mers, il y a très longtemps. J'avais lu Le Château des Carpates que j'avais pas du tout aimé, je crois que je l'avais même pas fini d'ailleurs. Et puis j'avais retenté le coup avec Le Tour du monde en 80 jours. Donc Le Tour du monde en 80 jours, c'est l'histoire de Phileas Fogg qui est un gentleman anglais et qui parie en fait avec son club que c'est possible de faire le tour du monde en 80 jours. Même avec les statistiques de perte de temps, etc. Et donc il s'en va avec son fidèle passe-partout pour faire le tour du monde et revenir à Londres avant les 80 jours. Et au même moment, il y a quelqu'un qui dévalise en fait la Banque d'Angleterre. Et on pense que c'est Phileas Fogg puisque du jour au lendemain, il part à l'autre bout du monde. Et donc il se fait poursuivre par notamment un détective qui s'appelle Fix. Et donc qui va le suivre, qui va plus ou moins essayer de le rattraper au fur et à mesure des étapes. Et donc voilà, c'est souvent. Donc on a Passepartout qui se plaint un petit peu tout le temps. Phileas Fogg qui ne cherche en fait qu'à faire le tour du monde. Et Fix, le détective qui cherche à tout prix à arrêter Phileas Fogg.
Et donc ce que j'avais adoré dans ce livre, c'est déjà les personnages que j'avais trouvé super drôles. Et en plus, bah voilà, c'est vraiment dans la catégorie des voyages extraordinaires. On voit plein de choses, l'Inde, un voyage en bateau, enfin la traversée de l'Atlantique en bateau. J'avais aussi le souvenir de la traversée de l'Amérique en train à cette époque-là, donc c'est en 1872. Voilà, donc j'avais trouvé ça vraiment magique comme lecture, et puis vraiment rythmée par les 80 jours à tenir, donc pas du tout ennuyeuse. Et donc j'avais adoré. Ensuite, toujours très très connu, Les liaisons dangereuses de Laclos, donc aux éditions Folio Classique pour ma part. Voilà, celui-là, je sais plus du tout je m'étais mise à lire. Il me semble que c'était une copine qui était en L qui me l'avait conseillé. Et j'étais un peu sceptique au départ. C'était en tout début de ma période où je lisais pas encore beaucoup de classiques. Et ça a été une super découverte pour moi. Déjà, donc l'histoire en elle-même, donc c'est une jeune fille qui sort du couvent pour épouser en fait un homme puisqu'elle vient d'une famille noble. Et on a la marquise de Merteuil et Valmont qui sont deux personnes libertins d'un certain âge. Et en fait, la marquise de Merteuil, elle veut se venger du futur mari de la jeune fille, Cécile. Et elle veut demander à Valmont de séduire cette jeune femme et de la faire tomber dans... Voilà, de la dépuceler, de la mettre enceinte, etc. Et donc c'est assez... En fait, c'est hyper sournois parce que la marquise de Merteuil, ses discours par rapport... donc ce qu'elle va dire à Valmont, par rapport à ce qu'elle peut dire à Cécile, à qui elle apporte tout son soutien, à qui elle fait la morale, etc. C'est vraiment aux antipodes. On a aussi Valmont qui est amoureux, lui, d'une jeune femme qui est très voilà, qui est très pieuse, qui ne veut surtout pas, elle est veuve il me semble, mais elle ne veut pas avoir d'autres aventures. Et lui, au départ, c'est juste un jeu de la faire tomber dans le péché, et il finit par tomber amoureux d'elle. Voilà, donc il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent, et c'est sous forme épistolaire, ce qui m'avait énormément plu. Parce que justement, ça nous permet vraiment de voir les discours différents qu'ont les personnages, voilà, les uns envers les autres, de voir les différents points de vue, et de voir aussi l'évolution des sentiments, l'évolution de la façon d'écrire. Et c'est ça qui m'avait vraiment, vraiment plu. Et puis aussi les deux personnages, donc de la marquise de Merteuil et de Valmont, enfin leurs lettres, elles sont juste super à lire parce que c'est c'est complètement immoral, mais en même temps c'est tellement drôle d'essayer de voir toutes les manigances qu'ils font pour se venger, pour faire tomber les gens dans le péché, que c'est vraiment, mais enfin, c'est incroyable à lire, et donc j'avais juste adoré ce livre. Ensuite, alors un auteur que j'adore, que j'ai découvert aussi en tout début du moment où je lisais les classiques, c'est Alexandre Dumas. J'ai eu du mal à choisir un roman en particulier parce que je les adore tous, enfin en tout cas tous ceux que j'ai lus, je les ai adorés. J'ai fini par choisir en fait Le Comte de Monte Cristo. Donc Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, aux éditions Le Livre de Poche, tome 1, tome 2. Oui, c'est un énorme pavé. C'est ce qui me faisait peur au début dans Dumas. C'est pour ça que j'ai commencé avec Les Trois Mousquetaires, que j'avais adoré aussi. Donc j'ai lu toute la série des Trois Mousquetaires. Et puis ensuite j'ai lu le Comte de Monte Cristo. C'était mon objectif de vacances d'il y a 3 ans. Et bah ça a pas tenu les vacances en fait. Parce que c'est juste super intéressant quoi. C'est... Alors ce que j'adore dans Dumas, c'est que à la base, comme c'était écrit pour être dans un journal, les chapitres sont très très courts. Les chapitres n'excèdent pas vraiment
4, 5, 6 pages. Du coup, et chaque chapitre apporte quelque chose. Du coup, c'est très facile de se dire, allez, encore un petit dernier, allez, juste un, ah, mais il se passe ça, encore un autre. Et voilà, comment est-ce qu'on lit deux immenses pavés comme ça. L'histoire en elle-même, donc c'est l'histoire d'Edmond Dantès, qui en fait se retrouve injustement emprisonné puisque il y a trois amis qui en fait manigancent, le font passer pour un traître, le font passer pour un ami de Napoléon, quelqu'un qui lui apportait des renseignements. Parce que chacun, alors il y en a un qui est amoureux de sa fiancée, un autre qui veut sa place puisque Edmond Dantès est sur un bateau, est navigateur, etc. Donc chacun, les trois ont un intérêt, et donc ils se mettent tous les trois, ils lui font une fausse lettre, ils l'accusent, et ils se retrouvent donc enfermés au château d'If. Donc on a toute l'histoire en fait de de cette trahison. On a toute l'histoire de l'enfermement, des nombreuses années, je sais plus combien de temps il passe là-dedans, mais il passe des dizaines d'années, il me semble, dans ce château d'If, puisqu'il y est plus ou moins oublié. Au départ, il devait juste y être pour quelques mois, le temps. Voilà, ça paraissait un peu énorme. On lui a dit, vous inquiétez pas, vous n'allez pas y rester longtemps. Et puis, au final, il y reste des années et des années. Et il se lie d'amitié avec un homme dans ce château. Et qui lui apprend plein de trucs. Qui lui apprend la science, alors il a les langues, etc. Et il finit par sortir de sa prison, par s'évader. Et il se crée un tout nouveau personnage, donc le comte de Monte Cristo, puisqu'il découvre un trésor entre-temps. Et il se crée un tout nouveau personnage, il voyage un peu, et son objectif est de se venger des traîtres qui l'ont enfermé, qui lui ont pourri sa vie. En plus, c'était le jour de son mariage, enfin voilà. Et c'est toute l'histoire de sa vengeance, de ses mises en scène, de sa vie mondaine, tous ces personnages qui sont hauts en couleur, voilà, il se passe des tonnes de choses dans ces bouquins. À chaque fois, voilà, je vous dis, il y a l'emprisonnement, sa renaissance, etc. C'est super intéressant, je vous le conseille vraiment. Même du Dumas en général, je vous dis, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, c'est pareil, j'ai du mal à choisir. Lisez franchement Dumas si vous avez peur des classiques qui endorment et qui ont des descriptions à rallonge, lisez vraiment Dumas parce que c'est vraiment pas le cas. Voilà. Ensuite, en avant-dernier, j'ai choisi Balzac et La peau de chagrin. C'était mon premier Balzac. J'en ai lu deux. J'ai lu Le Lys dans la vallée également. Et j'adore Balzac. Parce que c'est un peu tout l'opposé de Dumas. Dans le sens où, en général, quand on lit du Balzac, en l'occurrence La peau de chagrin, je connaissais déjà l'histoire. Voilà, c'est un jeune aristocrate qui n'a plus un sou en poche, qui se retrouve chez un antiquaire, qui lui donne en fait une peau de chagrin. Et cette peau de chagrin, en fait, c'est le mythe de Faust revisité. Cette peau de chagrin, à chaque fois qu'il émet un souhait, ce souhait se réalise, mais la peau de chagrin rétrécit. Et elle rétrécit à vue d'œil, d'où l'expression se rétrécir comme une peau de chagrin. Et donc, au final, voilà, c'est un peu. Du coup, il prend peur, puisque le jour où la peau de chagrin disparaîtra, il mourra. Et donc, il devient un peu parano, etc. Et moi, en fait, j'aime beaucoup Balzac parce que Balzac, ça se lit vraiment. Enfin, pour moi, ça se lit comme de la poésie. C'est-à-dire que oui, alors c'est sûr, il y a des descriptions à rallonge, il y a des réflexions sur 15 pages, mais voilà, c'est Balzac, c'est super intéressant pour ça justement. Pas pour l'histoire, pas pour l'action, mais pour les réflexions, les descriptions, les sentiments, pour tout ça. Donc ça se lit par petits bouts, ça se lit assez lentement, ça se lit vraiment comme de la poésie et j'avais adoré Balzac. À tel point, je vais vous montrer que j'ai acheté en fait l'intégrale de Balzac en édition comme ça. Donc c'est la Comédie humaine, donc j'ai acheté
tous les tomes que j'ai trouvés sur le Bon Coin à 35 € les 25 tomes. Donc voilà, ils sont super beaux. Donc j'ai 2 mètres de Balzac que je lirai, je pense, de temps à autre. Et enfin, voilà. C'est mon nouveau chouchou de la littérature. Ensuite, j'ai fini par un livre qui, en plus d'être super intéressant, est juste magnifique. Enfin, l'édition que j'ai en tout cas est magnifique. C'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors, cette édition-là, c'est celle qui est illustrée par Benjamin Lacombe aux collections Métamorphose, aux éditions Soleil. Qu'au départ, j'avais acheté parce que j'adore Benjamin Lacombe, qui est un illustrateur, je trouve, vraiment talentueux, qui fait des dessins un peu sombres, comme ceci. Voilà, tout le livre est illustré. On a des dessins partout. On a des dessins en noir et blanc. Il y a des dessins en couleur qui sont absolument magnifiques. Euh, je vais essayer de vous en trouver un qui vaut vraiment le détour. Voilà. On a des dessins sur des doubles pages. Le livre est absolument magnifique. Toutes, même les pages basiques sont décorées. Enfin, l'édition, j'en suis hyper contente. Et au départ, donc comme je vous le disais, je l'avais vraiment acheté pour le visuel. En me disant, voilà, c'est magnifique, l'histoire doit être un petit peu chiante, mais c'est pas grave. Et au final, bah pas du tout, parce que j'ai absolument adoré Notre-Dame de Paris. C'était mon premier Victor Hugo, j'avais lu Claude Gueux vite fait au collège, que j'avais pas plus aimé que ça. Et Notre-Dame de Paris, j'ai absolument adoré parce que c'est vraiment le romantisme de l'époque, tragique, tous les personnages sont tragiques. Ça n'a rien à voir avec le Disney, c'est-à-dire on a Esmeralda qui tombe amoureuse de Phébus alors que Phébus pour moi est un connard. Enfin voilà, Phébus la trouve mignonne mais n'est pas plus amoureux d'elle que ça, et elle tombe folle dingue amoureuse de lui. On a donc Phébus, lui, en fait, se retrouve un peu embêté parce qu'il a fricoté avec Fleur de Lys et que du coup, on lui demande un petit peu de l'épouser. On a Quasimodo qui est donc difforme, qui vit caché dans Notre-Dame, mais qui... Il est pas gentil en fait, Quasimodo, dans l'histoire. Justement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas cet aspect niais qui est un peu dans le Disney de ouais, il est pas beau, mais il est gentil. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il en veut vraiment à la population de le traiter comme un monstre. Il se considère comme un monstre. Il est pas gentil dans cette histoire-là. On a Frollo qui, pour moi, enfin, moi, mes passages préférés étaient vraiment ceux de Frollo. Parce que Frollo, bah voilà, c'est un personnage détestable au possible dès le départ, de toute façon. Mais en plus, il tombe amoureux d'Esmeralda de façon compulsive et bah à la fois elle ne l'aime pas, mais en plus lui c'est contraire à... Bah voilà, il est prêtre, enfin il est dans l'église, il n'a pas le droit d'aimer une femme et pourtant il la désire. Et donc les sentiments qu'il éprouve sont très très forts enfin c'est de la haine pratiquement qu'il éprouve à l'égard d'Esmeralda. Voilà, toute l'écriture en elle-même, donc il y a un deuxième tome, hein, je vous le montre. Si vous cherchez cette édition, bah bon courage, parce qu'en fait, moi je voulais l'acheter et en fait je me suis précipitée sur cette édition quand j'ai appris sur Facebook par la page de Benjamin Lacombe qu'il n'était plus édité. J'ai fait au moins 3 librairies pour la trouver. Donc voilà, si vous la cherchez, bon courage à vous. Mais franchement, elle est juste magnifique. L'écriture en elle-même, le premier tome, enfin dans la version que j'ai, le premier tome était un peu moins intéressant. Parce qu'on a toute la mise en place des personnages. Il y a des personnages, par rapport au Disney, je me base un peu par rapport au Disney, qui n'existent pas du tout dans le Disney. Qui du coup donnent un peu une impression de lenteur
Il y a des chapitres, notamment 2 chapitres, qui sont complètement indépendants de l'histoire. Franchement, moi je les ai sautés parce que il y a un chapitre qui présente Paris en long, en large, en travers à cette époque-là, donc au Moyen-Âge, qui était franchement pas passionnant, sachant que je ne suis pas parisienne, donc déjà le Paris actuel je ne connais pas. Donc voilà, ça m'avait pas plu, puis à la fin, voilà, le chapitre y est passé. Et puis il y a un autre chapitre sur l'architecture et puis la place de l'architecture, l'évolution entre l'architecture et l'écriture, tout un truc comme ça qui était aussi un peu lourdingue. Donc ces 2 chapitres-là, je vous l'avoue franchement, ils sont passés à la trappe. Mais tout le reste de l'histoire, j'ai adoré. C'était vraiment une super découverte. Je pense continuer à lire du Victor Hugo, notamment avec Les Misérables. J'attends juste de trouver une édition sympa. Je sais qu'ils l'ont sorti en un seul immense tome, large comme ça, mais je me dis ça doit être impossible à lire. Ne serait-ce que, enfin voilà, pour la tenue. Donc voilà, j'attends de trouver une édition sympathique, pas trop chère, pour lire Les Misérables. Voilà, c'était ma vidéo spéciale classique. Donc ne prenez pas non plus au pied de la lettre les classiques que je vous ai présentés. C'est juste mon jugement à moi par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai ressenti. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez adoré comme classique. Là, j'ai juste fait une vidéo sur les classiques français. Je referai sans doute une vidéo sur les classiques internationaux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme littérature. Ça, c'est vraiment personnel. J'ai pas présenté de Zola parce que je n'aime pas Zola, alors que je sais qu'il y en a qui adorent Zola, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis à me donner des titres que vous aimez. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!